Que savons-nous réellement de notre histoire, de notre passé et des événements qui s'y sont déroulés au cours des siècles? Doit-on accepter aveuglément les théories approximatives de nos archéologues et de nos historiens, qui, dès la découverte du moindre morceau de silex taillé, s'empressent de classifier le site comme étant préhistorique, alors que le silex fut encore utilisé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle? Ces mêmes experts qui soutiennent mordicus qu'une civilisation aussi évoluée que celle qu'avait connue l'Égypte ancienne, et qui maîtrisait parfaitement l'astrologie, l'anatomie, la chimie, la médecine, les mathématiques, pi et le nombre d'or, ainsi qu'une multitude d'autres connaissances dont nous n'avons pas même conscience, ne pouvait cependant concevoir une simple roue. Sans aborder la théologie, summum de la contradiction. Je n'irai pas jusqu'à dire que les dieux n'existent pas, mais les textes originaux ont été tellement dénaturés de leur sens premier que désormais il est devenu presque impossible de retracer les faits réels. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Des milliers de personnes prononcent chaque jour cette prière depuis plus de 2000 ans, sans même y avoir relevé que Marie est en fait la mère de Jésus et non pas celle de Dieu. En matière d'incohérence, notre histoire regorge d'exemples hasardeux du même acabit. Mais cela fera peut-être l'objet d'un prochain roman, tant il y aurait à développer sur le sujet. Pour l'heure, nous allons tenter de descendre progressivement dans l'obscurantisme du passé, avec ces trois histoires inconcevables mais néanmoins véridiques, que l'on a volontairement omis de relater dans nos livres d'histoire. Je m'appelle Jess Marcel et si vous avez vécu dans les années 40 ou si vous êtes fan d'ufologie, mon visage ne doit pas vous être totalement étranger. Effectivement, c'est à moi qu'on avait confié la lourde charge de démentir auprès des journalistes la rumeur galopante d'un éventuel crash extraterrestre à Roswell. Le Daily Record avait fait la grossière erreur de publier ça en première page, et on avait passé 3 jours à élaborer un plan suffisamment crédible pour tenter de berner le grand public. Mais ce n'est pas ce troublant événement que je vais aborder ici, bien qu'à lui seul il mériterait plus d'un ouvrage explicatif. Non, c'est d'un homme extraordinaire dont je veux narrer l'incroyable histoire, l'amiral Richard Byrd. Ce grand explorateur des pôles, passionné d'aventure et toujours en quête de nouvelles terres encore inexplorées. Il avait débuté dans l'US Navy comme pilote et se chargeait de retrouver les navires ou les avions disparus. Puis en 1928, il lança une première expédition en Antarctique avec 2 simples navires accompagnés de 3 avions. Néanmoins, hormis ses nombreuses prouesses d'aviateur confirmé, il aura joué un rôle prépondérant dans l'investigation de cette zone inaccessible et méconnue. Grâce à leur retransmission radio de ces différentes expéditions à travers le monde, l'Antarctique devint alors le sujet de bon nombre de discussions au sein des foyers de tout pays. Southward ho! Admiral Byrd's expedition to the South Pole entered the polar seas after a voyage of 11,000 miles from the United States. But it's only Percy the Penguin, and he pops out again. Dog teams start out for scientific investigation. The sled disappears into the silence of Antarctic night. En 1929, la petite équipe d'explorateurs accostait au sud-ouest du pôle, sur une vaste étendue désertique balayée par d'incessantes bourrasques réfrigérantes. Byrd y installera l'un des tout premiers camps de base de l'Antarctique et nommera cette nouvelle contrée Marybearland, en hommage à sa tendre épouse,
Puis, dès l'année suivante, il entreprendra le survol de toutes les zones du pôle Sud à bord d'un Ford Trimotor. Et c'est là qu'allait commencer la plus extraordinaire de ses aventures. Lorsque j'ai rencontré l'amiral Byrd pour la première fois, c'était durant l'expédition du projet High Jump en 1946. Cette désastreuse chasse à l'homme qui s'était achevée en une débâcle inénarrable, mais dont je reparlerai en détail un peu plus loin. À l'approche de la soixantaine, Byrd était encore dans la force de l'âge et maîtrisait d'une main de fer l'équipage des 5000 hommes qu'il avait à sa charge. Cependant, nous trouvions parfois l'occasion d'échanger quelques propos et avions fini par sympathiser ensemble. Plus tard, il avait été jusqu'à me confier l'un de ses précieux carnets de voyage, où j'allais découvrir avec stupeur les retranscriptions d'une bien singulière aventure. Sur le moment, je trouvais son histoire si extravagante que j'attribuais cet écart de lucidité à quelques rêveries débordantes dans laquelle devait parfois se laisser glisser Richard au cours de certains de ses voyages. Mais je fus à ce point charmé par la précision qu'il apportait aux détails et le style enjôleur de son écriture enflammée que j'en fis moi-même aussi la retranscription fidèle afin de ramener de cette expédition un conte merveilleux à lire à mes enfants. Toutefois, je fus contraint de revenir sur la véracité de cette histoire improbable, lorsqu'au décès de l'amiral, l'armée perquisitionna chez lui et que ses fameux carnets de voyage disparurent comme par enchantement. Voici donc un résumé succinct de ces folles pérégrinations. Au matin du 18 novembre 1929, Richard Byrd, accompagné de 2 coéquipiers chevronnés, s'installèrent à bord du Ford Trimotor qui patientait sagement sur la banquise et dont la superbe carlingue chromée reluisait au soleil comme une pièce de $1 jetée sur une grande nappe blanche et froissée, avec la commune et ferme intention de tenter l'approche périlleuse du centre magnétique de ce pôle. En effet, un dérèglement inévitable de tout l'appareillage de bord rendait la totalité de cette zone impraticable par voie aérienne, sauf pour un pilote chevronné, ce qui était bien évidemment le cas de Byrd. Le temps était clément et affichait une bonne visibilité, puis à environ 200 km de la base Mary Byrd, comme prévu, les instruments de bord commencèrent à s'affoler. Les aiguilles des compteurs se mirent à tournoyer comme des toupies à l'intérieur de leur cadran. La radio ne fonctionnait plus, les capteurs ne captaient pas grand-chose, et l'altimètre n'affichait plus rien de cohérent. Mais l'amiral Byrd tenait bon le cap au sud, en se fiant uniquement à son infaillible instinct. Allait-il encore battre un nouveau record, ou était-il sur le point de faire la plus grande découverte du siècle ? La tache verdâtre en contrebas qui jurait singulièrement sur la blancheur immaculée de cet océan de givre allait bientôt apporter de plus amples explications aux 3 hommes qui venaient de coller leur nez au hublot de l'appareil. En effectuant un premier survol de ce cratère parfaitement circulaire, quelle ne fut pas leur stupeur de constater la présence d'une végétation luxuriante en plein centre de ce désert de glace. Puis un second survol en rase-motte leur confirma de surcroît l'existence de toute une faune incroyable qui semblait occuper nonchalamment les rives paradisiaques de ce lieu féerique, mais hautement improbable. Et comme Richard se retournait vers ses amis pour s'assurer qu'il ne divaguait pas, il dut se rendre à l'évidence que ces derniers venaient de sombrer dans un subit et profond sommeil. Byrd se jeta aussitôt sur le manche des commandes de l'avion en détresse, mais il n'arrivait plus à contrôler le maudit appareil. Et comme il se voyait déjà mort dans l'atrocité de cet inévitable crash aérien, contre toute attente, une voix soudaine et apaisante se fit entendre. Non pas dans l'habitacle du cockpit, mais en s'immisçant sournoisement dans l'esprit décontenancé de l'amiral. « Ayez crainte, nous allons prendre les commandes à présent. » Tandis qu'une autre de ses étranges intuitions lui suggérait en même temps de regarder à l'extérieur de l'appareil.
Richard fut stupéfié de sentir l'avion se stabiliser de lui-même et dut se résoudre à se laisser ainsi porter en toute confiance. Mais il fit tout de même un pas en arrière lorsqu'il réalisa quelle sorte d'aéronef venait d'apparaître juste devant le nez du sien. Mais je laisse ici le soin à Richard de conter lui-même la suite de ce récit époustouflant. Mon esprit rationnel et néanmoins étriqué ne voulait pas admettre que c'était bien là un homme qui planait dans les airs à proximité du trimotor. Je secouai une dernière fois mes coéquipiers avachis dans leur siège, mais en vain. Alors, ne pouvant reprendre les commandes de mon appareil et n'ayant plus aucun moyen de communication opérationnelle, je dus me résoudre à obtempérer suivant cet étrange message mental. L'être volant qui m'ouvrait la voie revêtait une superbe armure de cuir pourpre, d'un aspect souple et soyeux, prolongée par 2 ailes majestueuses qui lui permettaient ainsi de planer dans les airs avec l'allégresse d'un hégémonique faucon imperturbable. Et la douleur du pincement que je m'infligeais à l'avant-bras me certifia que je ne rêvais pas. De quelle singulière technologie usait donc ce peuple pour pouvoir ainsi se propulser à leur guise dans les airs en défiant sans scrupule toutes les lois de la gravité? J'en restais quoi en regardant mon guide planer avec une certaine jubilation devant le nez du trimoteur autoporté. L'appareil perdit progressivement de l'altitude et piqua en une lente spirale vers le centre de ce gigantesque lac circulaire qui trônait au sol. La fine couche de brume stagnante à sa surface laissait passablement supposer qu'il n'était pas recouvert d'une épaisse couche de glace, mais que la température de son eau devait être chaude et plutôt agréable. Durant cette descente vertigineuse, où d'ailleurs l'avion planait vaillamment sans même l'assistance de ses moteurs, je pris le temps d'admirer toute la singularité du fabuleux spectacle qui s'offrait alors à mon regard médusé. Le cratère devait bien mesurer une trentaine de kilomètres de diamètre et l'étendue d'eau fumante qui luisait dans le fond n'en faisait pas moins de la moitié. Quant aux dimensions vertigineuses des parois de glace qui l'encerclaient, tel un gigantesque entonnoir aux pentes aussi abruptes qu'impraticables, elles révélaient sans vergogne l'impensable épaisseur de cette calotte glaciaire, qui s'avéra atteindre à cet endroit précis une profondeur avoisinant les 10 000 mètres. Du pied de ces gigantesques façades verglacées jusqu'aux rives du lac brumeux s'étendait une dense végétation aux essences inconnues, formant par endroits d'épaisses forêts impénétrables, et par d'autres de chatoyantes prairies excessivement fleuries. Et malgré l'approche furtive et silencieuse du trimotor, son imposante envergure provoqua l'envol soudain de quelques volatiles perchés dans les proches branchages, et fit lever la tête aux animaux étranges qui broutaient paisiblement sur les berges, ou qui se désaltéraient de l'eau douce du lac. Et comme mon guide se rapprochait dangereusement des eaux fumantes de la surface, il se produisit alors un surprenant phénomène aussi impressionnant qu'inexplicable. Un gigantesque tourbillon commença par se former sous l'avion, en copiant le même rythme tournoyant et prolongeant ainsi sous l'eau la descente en spirale que nous avions adoptée dans les airs. Puis, à l'instar du cratère, le tourbillon s'ouvrit en écartant les eaux du lac pour former un cercle parfait, donnant ainsi accès à un autre monde insoupçonné. Avec le recul, je pense que cette étrange singularité pourrait être assimilée à ce que nos scientifiques appellent un vortex.
trimotor poursuivait sereinement sa descente vertigineuse dans les profondeurs abyssales du lac, tournoyant à l'intérieur de cet invraisemblable siphon en effleurant du bout de son aile la colonne d'eau virevoltante. Puis l'eau fit place à la roche. Nous nous retrouvions à présent à l'intérieur d'un gouffre caverneux aux proportions démesurées. Mais l'avion filait toujours environ, sans même se soucier de l'alarmante proximité des superbes concrétions qui agrémentaient le spectacle de ce prodigieux voyage. Je ne sais si j'aurais été capable de piloter moi-même mon appareil dans de telles conditions. Alors qu'à mi-chemin de cette stupéfiante traversée intraterrestre, un second phénomène surprenant allait momentanément détourner l'attention admirative que je portais à l'ineffable décor extérieur. Durant un trop court instant, je sentis soudain mes pieds quitter le plancher de l'avion et je me retrouvai ainsi à flotter comme une baudruche d'hélium au centre du cockpit, avant de redescendre lentement rejoindre le sol. Ce bref épisode fut néanmoins l'un des plus magiques auxquels je fus confronté lors de ce périple inénarrable. Il est indéniable qu'à cet endroit précis se situe un point névralgique de notre planète, où l'effet de gravitation subit une transformation, une sorte d'inversion de champ de force terrestre. Car étrangement, une fois passé ce cap, l'avion, plutôt que de descendre, semblait désormais monter. Puis à nouveau, la trouée de roches circulaires fit place à une nouvelle colonne d'eau cyclopéenne qui nous mena enfin vers l'issue tant espérée de notre mystérieuse destination. Pour être franc, à descendre si profondément dans les entrailles de notre planète, je m'attendais à finir oxy par les flammes impitoyables d'un enfer volcanique. Mais la présence de ce récent couloir liquide me rassura sensiblement. Lorsque le trimotor émergea enfin du tourbillon d'eau, il ne tournoyait plus, mais flottait simplement dans les airs, comme porté par une main invisible. Et le panorama de ce nouveau monde qui se dévoila peu à peu sous mes yeux écarquillés ne pouvait relever que du rêve fantasmagorique.